Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qu'on voit tous les jours, mais auquel on ne pense pas forcément. Le transport routier. Hmm. C'est vital. Imaginez 80% des marchandises en Europe, ça circule par camion. Ce sont un peu les artères de notre économie, quoi. Tout à fait, les artères, c'est bien dit. Mais voilà, ces artères, elles sont sous tension. Et pour comprendre un peu tout ça, on s'appuie aujourd'hui sur un article assez détaillé sur les défis et solutions du transport routier. Oui, une source intéressante. Notre but, c'est de décortiquer un peu les grands défis, écologiques, humains, et puis technologiques aussi, et de voir les solutions qui sont sur la table. L'article parle d'une approche assez pragmatique. On va regarder ça. C'est un sujet crucial, oui, parce que ça touche à tout. Notre conso, l'emploi, le climat, même notre indépendance énergétique, en fait. C'est vrai. Et l'article donne une bonne photo des difficultés. Alors oui, allons-y, plongeons dans ces défis pour bien saisir l'ampleur du truc. Ok, alors commençons par l'écologie. C'est peut-être le plus évident. Le transport routier, ça pèse lourd. Ça oui. L'article donne un chiffre assez frappant. 7% des émissions totales de CO2 en Europe. C'est l'équivalent de l'Espagne entière sur une année. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est considérable, oui. Et derrière ce chiffre global, il y a une réalité très concrète. Un seul poids lourd, à longue distance, d'après l'article, ça peut rouler jusqu'à 100 000 litres de diesel par 100 an. 000 litres. Oui. Alors, multiplié par les millions de camions, on imagine l'impact. Clairement, la décarbonation, c'est incontournable pour les objectifs climatiques. Mais alors pourquoi c'est si dur de changer si on sait tout ça? Ben, c'est là qu'est le paradoxe, que l'article explique bien. D'un côté, la pression écolo est immense, et de l'autre, la demande économique, elle explose. On veut toujours plus de transport, plus rapide, plus flexible. Oui, toujours plus vite. Et le système actuel, il tourne à quoi? Au diesel. 93% du parc, nous dit la source. C'est une techno qui marche bien, à sa manière, mais elle pollue. Et pour changer, il faut investir, massivement. Et c'est là que ça coince. Exactement. Le secteur, c'est surtout des PME, avec des marges souvent très serrées. Alors comment voulez-vous qu'elles achètent des camions qui coûtent parfois le double? Difficile, ouais. C'est cette équation hyper complexe. L'article parle de quadrature du cercle. Comment on décarbone sans freiner l'économie qui en dépend? La quadrature du cercle. L'image est forte. Et ce n'est pas le seul souci majeur. L'article pointe aussi un problème humain, criant même. Ah oui, la pénurie de chauffeurs. Les chiffres sont dingues. Il manquerait 500 000 chauffeurs en Europe, là, maintenant. Déjà. Et ça pourrait être pire très vite. On parle de 745 000 d'ici 2028. Ça veut dire presque un chauffeur sur 5 qui manquerait. Ça fait réfléchir quand même. Absolument, c'est une vraie bombe à retardement pour tout le secteur. Et au-delà du chiffre brut, il y a un autre truc inquiétant que l'article mentionne, c'est le vieillissement. Ah oui, La moitié des chauffeurs aujourd'hui a plus de 50 ans. Et les jeunes, ils viennent pas. Moins de 5% ont moins de 25 ans. C'est pourquoi? les conditions, L'image? un peu tout ça, oui. Les conditions de travail, l'image du métier, être loin de chez soi, ça attire plus beaucoup de monde. Mais alors ce manque de bras, ça a quelles conséquences, là, tout de suite? Elles sont directes. Et ça touche toute la chaîne logistique, hein. L'article explique les transporteurs doivent refuser des boulots, réduire les tournées. Ah oui, forcément. Résultat, les coûts grimpent, les délais s'allongent. On commence à avoir des tensions sur l'approvisionnement pour certains trucs. Toute notre organisation en flux tendu, en juste à temps, elle devient plus fragile. Mhm. Le secteur, comme dit l'article, roule à flux tendu. Et le manque de personnel, ça met encore plus la pression. C'est un cercle vicieux. Moins de chauffeurs, plus de pression sur ceux qui restent. Hmm. Ce qui rend le métier encore moins attractif, logique. Voilà. Bon, écologie sous pression, humain en tension, et la technologie alors. Est-ce qu'elle peut sauver la mise? L'article a l'air de dire que c'est pas si simple non plus. C'est ça. On a l'impression que le bon vieux diesel, même si c'est amélioré, il arrive un peu au bout de ce qu'il peut donner en efficacité. C'est exactement le point. Les ingénieurs ont fait des miracles pour réduire la conso des diesels. Mais là, on bute sur des limites physiques. Les gains sont minimes. Quelques pourcents par-ci, par-là. Donc, logiquement, on regarde ailleurs, le zéro émission. Oui, mais l'article vient nuancer l'enthousiasme, surtout pour l'électrique appliqué au poids lourd. Pour l'instant, son déploiement reste très limité, marginal même. Pourquoi? Qu'est-ce qui coince avec les camions électriques? J'en vois pas beaucoup sur l'autoroute.
Plusieurs gros freins d'après la source. D'abord, les bornes de recharge. On branche pas un camion comme on branche sa voiture, hein. Non, j'imagine. Faut des bornes hyper puissantes, bien placées sur les grands axes, accessibles aux semi-remorques. L'Europe aurait besoin, d'après les chiffres cités, de plus de 50 000 bornes comme ça d'ici 2030. On en est très très loin. D'accord. Le réseau? Ensuite, il y a le coût. L'article parle d'un surcoût à l'achat qui peut monter jusqu'à 59% par rapport à un diesel. Ah oui, quand même. Pour une PME qui compte chaque euro, même avec des aides, c'est souvent rédhibitoire. Et puis, troisièmement, il y a les contraintes d'usage. L'autonomie est souvent plus faible et surtout, le temps de recharge est long, plusieurs heures à l'arrêt. Ça casse tout le planning, ça. Exactement. Ça peut désorganiser une tournée et sa rentabilité. Et l'hydrogène? On en entend parler partout comme la solution d'avenir, non? Surtout pour les longues distances. L'hydrogène vert, oui. Sur le papier, c'est très séduisant. Le problème, et l'article le dit bien, c'est qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène qu'on produit dans le monde, il est gris. Gris, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il est fait à partir d'énergies fossiles. Donc le bilan carbone est catastrophique. Pour avoir de l'hydrogène vraiment vert, produit avec de l'électricité renouvelable à l'échelle qu'il faudrait pour les camions, Ça va prendre du temps. énormément de temps et des investissements colossaux. Les projections européennes dans la source, elles tablent pas sur une dispo massive avant 2040. 2040. Donc oui, c'est prometteur à long terme, mais c'est pas la réponse pour demain matin. D'accord. Donc, si on récapitule, secteur crucial mais étranglé par l'écologie, manque de personnel et des techno-alternatives qui rament un peu à s'imposer vite. On est face à un sacré sac de nœuds là. C'est ça. Comment on s'en sort sans tout bloquer? L'article insiste là-dessus, surtout pour les PME qui sont la majorité en fait. C'est vraiment le cœur du problème. Et il y a une autre dimension, plus stratégique, que l'article évoque. La souveraineté. Hmm, Chaque camion au diesel qui roule, c'est notre dépendance au pétrole, aux marchés mondiaux, aux pays producteurs qui sont souvent hors d'Europe. c'est vrai, on n'y pense pas toujours. Réduire cette conso, c'est bon pour le climat, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu d'indépendance économique, énergétique. Donc l'Europe est vraiment à un carrefour critique pour l'avenir de son transport de marchandises. Et c'est là, dans ce contexte bien compliqué, que l'article nous parle d'une initiative, celle de Comboy, présentée comme une approche réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, réaliste, dans ce cas? L'idée de Comboy, telle que décrite, c'est de dire OK, la grande révolution techno, électrique ou hydrogène, elle n'arrive pas tout de suite. Alors en attendant, agissons maintenant. Optimisons ce qu'on a déjà, le parc existant. D'accord. Ils ont développé, nous dit l'article, une technologie 100% européenne. Ils ont passé 5 ans à l'affiner en utilisant des données réelles collectées sur nos routes en Europe. Ah, ça c'est intéressant, les données réelles. Oui, c'est clé. Et l'approche se veut pragmatique, donner des outils qui s'intègrent facilement au quotidien des transporteurs et qui apportent des gains rapides, mesurables. D'accord, du concret. Et ça ressemble à quoi, cette technologie? Alors, Comboy a une stratégie en 2 temps avec 2 technos qui se complètent. La première, c'est Hypermile. Elle vise l'efficacité énergétique tout de suite. Ok. La seconde, c'est Marcel. Ça prépare le terrain pour une forme de conduite autonome, mais optimisée. Commençons par Hypermile alors. C'est quoi exactement? Ça fonctionne comment? Alors, Hypermile s'est présenté comme un kit d'éco-conduite, intelligent. En gros, c'est un boîtier avec des capteurs, un logiciel, qu'on peut installer sur n'importe quel camion, neuf ou ancien. D'accord, ça s'adapte. Oui. Et grâce à l'intelligence artificielle, le système analyse plein de trucs en permanence. La conduite du chauffeur, la route, les montées, les descentes, le trafic, le poids du camion. Et l'IA, elle fait quoi avec tout ça? Elle bip quand le chauffeur accélère trop fort? Elle fait plus que ça, hein, d'après ce que dit l'article. Elle peut agir directement en lien avec les systèmes du camion, tu vois. Ah oui. Le régulateur de vitesse, la gestion du moteur, Pour optimiser la trajectoire, anticiper les freinages, lisser les accélérations, c'est les voire accès. choisir le bon régime moteur. Le but, c'est de consommer moins sans que le chauffeur ait à faire plus d'efforts, voire même ça peut améliorer son confort. Et ça économise combien? La promesse de Comboy, c'est jusqu'à 10% de carburant en moins. 10%. Bon, ça peut sembler pas énorme, mais sur 100 000 litres par an pour un camion, Bah oui. ça commence à faire une vraie différence. Surtout pour une PME. Multiplié par toute une flotte, ça devient très intéressant financièrement. Et pour le CO2 aussi, évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, l'article dit qu'Hypermile est déjà en test ou en déploiement chez 6 gros transporteurs partenaires. Par an.
Un point technique qui est souligné aussi, c'est que l'IA a été entraînée sur des millions de kilomètres de données réelles, européennes, pas juste des simulations en labo. D'accord, ça change tout pour l'efficacité sur nos routes, j'imagine. Ça lui donne une précision, une adaptabilité aux conditions réelles qui serait supérieure. OK pour Hypermile, qui optimise le camion tout seul. Et Marcel, alors? Le deuxième levier? Là, on parle de conduite autonome, c'est ça? Ça fait un peu futuriste quand même. Des camions sans chauffeur? Alors, Marcel, tel que c'est décrit, c'est une forme bien spécifique d'autonomie. Le platooning. La conduite en peloton, En peloton? Comme les cyclistes? exactement le même principe. Imagine 2 ou 3 camions qui se suivent de très très près. Quelques mètres seulement. Ils sont connectés entre eux. D'accord. Le premier camion a un chauffeur, mais les suivants, grâce à la technologie, ils réagissent instantanément à ce que fait le premier. Accélération, freinage, direction. Mais pourquoi faire ça? Rouler si près? C'est pas dangereux? Justement, la connexion électronique assure la sécurité. Et l'intérêt principal, c'est l'aérodynamisme. Le premier camion casse l'air, et ceux qui suivent, en étant dans son sillage, ils ont beaucoup moins de résistance. Ah, comme les cyclistes qui se mettent dans la roue? C'est ça. Et d'après Comboy, ça permettrait une économie d'énergie en plus, qui peut aller jusqu'à 20% pour les camions qui suivent. Ah oui, 20%. Additionné aux 10% d'Hypermile, là, ça commence vraiment à compter, hein. Bah oui. Et il y a une autre utilité à Marcel qui répond pile au problème de manque de chauffeurs qu'on avait. Ah ouais, comment ça? À terme, la technologie pourrait permettre que seul le chauffeur du camion de tête soit indispensable. Les camions derrière seraient techniquement autonomes dans le cadre du peloton. Supervisés, bien sûr, intégrés dans une flotte, mais sans chauffeur à bord. D'accord. Une réponse partielle à la pénurie? C'est ça. Et l'article dit que des prototypes de Marcel roulent déjà en test sur des autoroutes en France. C'est plus de la science-fiction totale, même si, bon, le déploiement à grande échelle, ça prendra encore du temps. C'est vrai, c'est assez fascinant comme idée. Optimiser chaque camion avec Hypermile, puis optimiser les flux de camions avec Marcel. L'impact potentiel, si on combine les deux, il a l'air énorme. C'est ce que compte Boy met en avant, oui. En combinant les gains d'Hypermile et de Marcel, ils estiment qu'on pourrait réduire les émissions globales du fret routier en Europe de 25 à 30%. un quart à un tiers. Oui, Et pour donner une idée, l'article utilise une comparaison. Ce serait comme effacer les émissions annuelles totales d'un pays comme la Grèce. la Grèce. Ouais, C'est considérable. c'est considérable, oui. Et l'article revient sur l'idée de souveraineté de cette techno. Pourquoi c'est si important ce point? Parce que toute la technologie, Hypermile et Marcel, elle a été pensée, développée et surtout entraînée en Europe, avec des données de nos routes. Oui, on l'a dit. Dans un domaine aussi stratégique que l'IA appliquée au transport, maîtriser la techno de A à Z, c'est un avantage énorme. Ça garantit que c'est bien adapté à nos spécificités, nos routes, notre trafic, nos règles, et ça nous rend indépendants d'acteurs techno hors d'Europe. D'accord, dans le contexte actuel, c'est un argument fort. Très fort. Donc, Combo Boy est présenté un peu comme une solution qui coche plusieurs cases. Elle aide les transporteurs à être plus compétitifs, elle réduit la dépendance au pétrole, elle aide pour le climat et elle renforce notre souveraineté techno en Europe. Et le marché alors? Pour que ça ait un impact réel, il faut que ça touche beaucoup de monde. L'article donne une idée de la taille. Oui, et c'est vertigineux. D'après Eurostat cité dans l'article, il y avait plus de 4 millions de poids lourds en circulation dans l'UE en 2024. 4 millions. Et c'est en augmentation. Et derrière ces camions, il y a entre 600 000 et 700 000 entreprises de transport. Et le point clé, la très grande majorité, ce sont des PME, voire des TPE, moins de 10 salariés. Ah oui. Genre 41 000 en France, quasi 50 000 en Allemagne. C'est ce tissu de petites boîtes, souvent avec peu de marge de manœuvre, que Comboy vise d'abord avec Hypermile. Et comment ils comptent les convaincre, ces PME, d'adopter ça? Même si c'est moins cher qu'un camion meuf, c'est quand même un investissement. Le modèle économique d'après l'article est pensé pour être accessible. Pour Hypermile, c'est soit vendre, soit louer les kits, avec peut-être des services en plus, maintenance, analyse des données pour optimiser encore. Ok. L'argument massu, c'est le retour sur investissement rapide. Le fameux ROI, les économies de carburant doivent payer le kit assez vite. Logique. Plus les gros acteurs ou les constructeurs, là ce serait plutôt des licences de technologie, des partenariats. Bon, tout ça a l'air bien pensé. Mais est-ce que ça sort des labos et des tests? Est-ce que c'est prêt à rouler, comme on dit? L'article donne des preuves? Oui, l'article insiste là-dessus. Comboy, c'est plus juste une promesse, il y a plusieurs choses concrètes. D'abord, côté réglementation, c'est important, la France a déjà adopté une loi qui autorise la vente
et l'utilisation de Marcel sur ses routes. Ah, ça c'est un gros pas. Énorme. Et Comboy aurait poussé pour ça. Et apparemment, il y a du travail en cours pour faire pareil en Espagne et même au niveau européen. Sans cadre légal, ça peut pas se déployer. C'est clair. Écoutez clients, les transporteurs y suivent. Là aussi, l'article parle de traction. En plus des 6 partenaires initiaux, qui sont des gros noms en France et en Espagne, il y aurait des discussions bien avancées en Allemagne, Autriche, Bulgarie. Et même hors Europe, Taïwan, Japon. Ah oui, ça montre un intérêt assez large. Ça suggère que la solution intéresse au-delà des frontières, oui. Et dernière question, qui met de l'argent là-dedans? Est-ce que des investisseurs y croient? C'est un autre point de validation que la source met en avant. Le profil des investisseurs de Comboy est assez révélateur. Il y aurait des gens connus du monde du transport routier, donc qui connaissent le métier, mais aussi des pointures de l'IA. Ah, intéressant ce mix. Oui, un cadre de Nvidia, un ancien de Google. Ce mélange d'expertise métier et d'expertise techno au capital, c'est présenté comme un signe fort que le projet est crédible et a du potentiel. Bon, alors, si je tente une synthèse de ce qu'on a vu grâce à cet article. Le transport routier en Europe est face à un mur. Écologie, main-d'œuvre, technologie. C'est urgent de changer, mais c'est hyper complexe. C'est ça. Et dans ce contexte, des boîtes comme Comboy proposent une voie pragmatique. Ne pas attendre le miracle, mais optimiser ce qu'on a là, maintenant, avec l'IA, comme Hypermile. Et en même temps, préparer l'avenir avec des trucs plus rupturistes, comme le platooning de Marcel. C'est une excellente synthèse de la perspective qu'offre notre source Sway. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous touche tous, en fait. Comment ça? La performance, la durabilité du transport routier, ça conditionne ce qu'on trouve dans les magasins, à quel prix. Ça joue sur la compétitivité de nos boîtes et bien sûr sur notre capacité à atteindre nos objectifs climat. C'est vrai. L'approche de Comboy, telle qu'elle est décrite, c'est un exemple de cette recherche de voies réalistes, progressives, pour décarboner un secteur essentiel sans le mettre à terre. Ça montre bien qu'il n'y a pas une solution unique, mais sûrement un mix de choses à faire. Et ça ouvre une dernière question, peut-être un peu provocatrice pour finir. L'article vante ce pragmatisme, cette optimisation de l'existant. Mais est-ce qu'on ne peut pas se demander si cette stratégie en rendant le diesel moins polluant et plus rentable à court terme, avec des outils comme Hypermile, est-ce qu'elle risque pas au final de freiner les investissements plus lourds, mais nécessaires, dans les vraies alternatives zéro émission? Hmm. L'électrique, l'hydrogène vert, dont on a vu qu'elles ont déjà du mal à décoller. C'est toute la question, oui. L'équilibre entre l'amélioration petit à petit et la vraie rupture technologique. Est-ce que l'optimisation de l'existence, c'est une étape obligée, pragmatique, vers la décarbonation? Ou est-ce que ça risque de créer un effet de verrouillage, de prolonger la vie d'une technologie qu'on sait condamnée à terme? C'est ça. L'article ne tranche pas ce débat, évidemment, mais il pose bien les termes d'une tension qu'on va retrouver dans beaucoup de secteurs, je pense, dans les années qui viennent. Une question complexe, oui, à laisser mûrir.